Bonsoir Benjamin Stora. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la guerre d'Algérie. Vous êtes également président du Musée national de l'immigration et vous êtes également l'auteur, entre autres, de La gangrène et l'oubli, un ouvrage aux éditions La Découverte. On va revenir avec vous sur le geste historique d'Emmanuel Macron. Le président de la République a reconnu la responsabilité de la France dans la mort par torture de Maurice Audin. Alors d'abord, Benjamin Stora, j'aimerais qu'on revienne sur cet homme, Maurice Audin. Qui était-il ? Maurice Audin avait 25 ans lorsqu'il a disparu. Il est né en Tunisie, c'est un militant politique très engagé dans l'anticolonialisme d'abord, et puis aussi communiste, au Parti communiste algérien, mais qui avait toujours mené ses activités politiques au grand jour. Il n'était pas un clandestin utilisant des pseudonymes et se déplaçant de cache en cache, par exemple. Son activité militante était absolument connue et comme on dirait aujourd'hui, grand public. Le Parti communiste algérien, pourtant, avait été interdit en 1955, mais un certain nombre de militants ont continué leur activité au grand jour, y compris pendant la fameuse bataille d'Alger qui a commencé en janvier 1957. Alors hier, vous vous êtes rendu avec le président de la République chez Josette Audin, la veuve de Maurice Audin. Emmanuel Macron lui a demandé pardon. Il lui a remis une lettre où il reconnaît donc la responsabilité de l'État dans la mort de son mari. En quoi ce geste est un geste historique ? C'est un geste très important, enfin historique oui bien sûr, parce que pour la première fois, par l'intermédiaire de la plus haute fonction de l'État, le plus haut personnage de l'État, le président de la République, est reconnu de manière certaine le fait que la torture était instituée comme une sorte de système de pouvoir, de système de gouvernement. Et ça, c'est une grande première, d'une part, et puis d'autre part, le fait que le président de la République a décidé l'ouverture des archives, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, on va y revenir de la guerre d'Algérie. Benjamin Stora, juste sur justement ce système politique. On va citer les mots d'Emmanuel Macron qui dit « c'est un système légalement institué, le système arrestation-détention mis en place à la faveur des pouvoirs spéciaux qui avait été confié par voie légale aux forces armées ». Autrement dit, une manière aussi de dire que seule l'armée n'est pas responsable. C'est-à-dire que le mérite de ce texte, c'est de tout dire et de dire la vérité historique. Dans ce sens que ce n'est pas simplement la question de la torture et des pratiques de l'armée qui sont mises en cause, mais c'est le fait que le pouvoir politique a donné les pleins pouvoirs à l'armée. Et ce transfert, disons, de pouvoir a été rendu possible, effectivement, comme c'est dit dans la déclaration, par le vote de pouvoirs spéciaux de mars 1956, vote de pouvoirs spéciaux qui ont été adoptés par une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, en particulier de la SFIO, avec l'aide de députés communistes, et qui envoyaient le contingent en Algérie aussi. C'est-à-dire que c'était vraiment le grand coup d'envoi de la guerre d'Algérie, on peut dire, les pouvoirs spéciaux, et qui donnait de plus en plus le pouvoir à l'armée et dessaisissait le pouvoir exécutif, le pouvoir politique, d'un certain nombre de prérogatives, puisque les pouvoirs spéciaux permettait, par exemple, de mettre en détention de manière arbitraire des personnes sans jugement, avait institué ce qu'on appelle les zones interdites, où on pouvait tirer à vue sur un suspect sans sommation. C'était les pouvoirs spéciaux. Donc pourquoi, on a... Benjamin Stora, avoir attendu 61 ans dans ce cas-là pour mettre des mots sur la torture ? Pourquoi cette résistance particulière en France ? Bien parce que, vous savez, beaucoup d'hommes politiques... n'ont pas regardé véritablement en face la guerre d'Algérie, parce qu'à droite comme à gauche, la guerre d'Algérie a profondément divisé. Elle a divisé à gauche, je viens de le dire, puisque la gauche ensuite s'est ressaisie et s'est prononcée davantage pour l'indépendance de l'Algérie, bien après. La droite aussi était divisée, elle était déchirée entre adversaires et partisans du général de Gaulle. Est-ce que l'âge d'Emmanuel Macron, cette fois-ci, a pu jouer ? Parce qu'il est né après la guerre d'Algérie. Je crois, effectivement, parce que les grandes formations politiques de gauche comme de droite, dans le fond, étaient dans ce système politique d'une sorte de guerre civile franco-française, et il fallait essayer, par l'oubli, par les amnisties aussi très nombreuses autour de la guerre d'Algérie, construire peut-être une chaîne d'amnésie autour de cette histoire, ce qui permettait d'éviter les responsabilités politiques d'un tel ou d'un tel. Emmanuel Macron, effectivement, vous avez raison de le souligner, appartient à une génération qui n'a pas
de filiation politique directe avec cette classe politique de l'époque, entre grosso modo gauche socialiste et gaulliste de cette époque-là. Il appartient à une autre filiation politique qui est davantage d'ailleurs proche de ce qu'on pourrait appeler les démocrates chrétiens, démocrates sociaux, qui ont émergé aussi pendant la guerre d'Algérie, bien entendu, quelquefois en opposition à cette guerre. Donc il est davantage, selon moi, inscrit dans cette filiation que dans une appartenance à ces deux blocs politiques déjà constitués sur le plan historique. Alors, est-ce que vous comprenez les critiques qu'on peut entendre sur ceux qui dénoncent un acte de repentance? Justement, vous parliez d'amnésie, pour le coup, Marine Le Pen, mais aussi Brice Hortefeux, chez les Républicains, estime, je le cite, Brice Hortefeux, qu'il vaut mieux refermer les cicatrices que les rouvrir. Vous savez, lorsqu'on n'affronte pas la réalité, lorsqu'on fonctionne tout le temps sur le déni, on fabrique des rancœurs, des ressentiments qui produisent des histoires fantasmées d'ailleurs, où on va expliquer qu'il y a des milliers de gens qui ont disparu, qui ont été torturés, je ne sais quoi. Et on ne veut pas regarder en face la réalité des faits historiques. Et on s'expose par conséquent à des retours de mémoire extrêmement dangereuses. Moi, je crois au contraire qu'il faut affronter la vérité historique en France, mais aussi en Algérie, par rapport à ce qui s'est passé à l'intérieur de la société algérienne, ce que j'ai expliqué justement sur récemment. l'Algérie, est-ce que Emmanuel Macron et la France attendent des contreparties aussi de ce travail de vérité? Je ne sais pas si on peut attendre véritablement des contreparties, parce que là, il s'agit de négociations d'État à État, disons de politique diplomatique. Et simplement, je dirais que l'acte qu'il a fait hier, a été très, très observé au plan international. C'est une dimension qui n'est pas simplement franco-française, puisque dans tout le continent africain, si on regarde la presse ce matin, mais aussi ailleurs, en Amérique, partout, je veux dire, cette décision a surpris, a été aussi saluée. Donc c'est un geste de politique internationale par rapport à ce qu'a été l'Empire français, où des centaines de millions de personnes vivaient et vivent toujours dans des pays indépendants aujourd'hui. Donc, par conséquent, ça peut avoir des conséquences. Maintenant, je ne crois pas qu'on puisse obtenir, entre guillemets, des réciprocités à travers des relations de faits historiques. L'ouverture des archives, par exemple, puisque là, Emmanuel Macron a appelé en France à l'ouverture également des archives. Il a même annoncé l'ouverture des archives concernant tous les disparus d'Algérie, puisqu'il y a eu des milliers de personnes torturées. Oui, la question des disparus de la guerre d'Algérie est une grande question, une grave question, parce qu'il y a bien sûr le cas exemplaire de Maurice Audin, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Il y a le cas de milliers d'Algériens qui ont disparu pendant notamment la bataille d'Alger, mais aussi les Européens d'Algérie qui ont disparu, notamment à Oran. Et il y a par conséquent autour de cette question des disparus un très gros problème. Comment faire le deuil d'une histoire si on ne respecte pas les morts, si on ne retrouve pas le corps des morts? Et cette question est décisive, cette question est centrale. Je crois qu'on pourra parvenir à une sorte, entre guillemets, de paix des mémoires si on affronte cette grave question des disparus. Oui, vous dites les morts continuent de ne pas exister, ce sont des fantômes si justement il n'y a pas de reconnaissance. Oui, ce sont des fantômes qui errent dans une conscience collective ou une inconscience collective. C'est pour ça que je pense que ceux qui disent non, il ne faut pas le faire parce que ça risque de rouvrir, se trompent parce que, au contraire, il faut s'adosser à ce type d'acte qui n'est pas un acte de repentance, mais tout simplement un acte de vérité pour aller précisément plus loin dans la reconstruction et la réconciliation des mémoires, et non pas dans les guerres de mémoire. Alors justement, un dernier mot sur cet héritage lourd qui est aussi porté par des populations issues des anciennes colonies. Est-ce que cette reconnaissance peut favoriser une meilleure intégration ? Oui, parce que tout ce qui va dans le sens de la connaissance de l'histoire coloniale, sur le plan historique et scientifique, et pas sur le plan d'une histoire fantasmée, mythologisée, reconstruite, favorise précisément la construction de passerelles, de passages, notamment en direction des jeunes issus des immigrations postcoloniales. C'est une grande revendication. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste des questions d'Algérie. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. Le thème de l'émission ce soir, c'est la Hongrie et son sulfureux Premier ministre Viktor Orban. Une émission intitulée Macron-Orban, le duel qui divise l'Europe.